Je vais faire un essai avec micro, puis on verra. Voilà. Alors, les premiers mots sont pour remercier Dominique Baudry, parce que ça fait quelques années qu'on se pratique, qu'on se connaît, et on a trouvé des sujets d'intérêt commun. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est la confirmation de ce parrainage, de cette association. Alors, le sujet qui est à l'écran, c'est, si vous voulez, à titre personnel, presque 60 ans de ma vie personnelle et professionnelle. C'est une époque que certains d'entre vous ont vécu, d'autres ont vécu sans souvenir, ou n'ont pas bien pris connaissance ou conscience de l'évolution qu'a été ce phénomène de la médecine d'urgence, qui il y a 60 ans n'existait pas, et qui aujourd'hui est une banalité, c'est quelque chose de commun. La réanimation, avec le Covid, tout le monde vous parle, on va en réanimation. Voilà. C'est devenu tellement évident, le mot salut est dans le dictionnaire. Bref, on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Il y a 60 ans, tout ça n'existait pas. La médecine d'urgence n'existait pas. Et quand j'ai commencé mes études médicales et mon internat, le massage cardiaque arrivait à peine en France. Imaginez-vous, aujourd'hui, le massage cardiaque, tout le monde croit que ça a toujours existé. Ça, un demi-siècle, vous voyez. Et donc, ce panorama que je vous propose, c'est de retracer un petit peu à travers la place que Toulouse a eue en priorité. Dans la salle, il se trouve qu'il y a une personne qui a vécu, qui a fait ses débuts, où M. Larraine, mon maître, si vous voulez, allait à Paris au ministère de la Santé, négocier des crédits pour faire fonctionner quelque chose qui n'existait pas, et dont on disait que bon, c'était expérimental. Voilà. Donc, je vous propose cette espèce de panorama rétrospectif. Alors, quand on parle d'urgence, on parle de perte de bonne santé, et donc, par définition, ça pose la question de la définition de la bonne santé, ou de la santé du coup. Alors, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dit que ce n'était pas, c'est un état où on n'est pas malade, mais beaucoup mieux où on est en bonne forme, physiquement, psychiquement, socialement. Socialement, ça veut dire qu'on a un métier, qu'on a une famille, qu'on a un certain équilibre. Et vous voyez à droite ce mot-clé, qui est quelque chose de fondamental de cette période d'élection présidentielle. On attache beaucoup de prix, peut-être pas assez dans le sens quand même, à la nécessité de défendre l'accès aux soins, c'est-à-dire l'accès à la bonne santé, à maintenir la bonne santé. Alors, la bonne santé, elle existe pour une durée donnée, c'est ce qu'on appelle l'espérance de vie. Cette espérance de vie, en France, elle ne cesse de s'accroître, elle est supérieure à 80 ans actuellement, c'est une moyenne. Il faut préciser qu'il y a aussi la durée de vie, et là, les records sont beaucoup plus importants. Française la plus ancienne est décédée il y a quelques années à 122 ans. Et le nombre de centenaires est sans cesse en augmentation. Donc ça veut dire que cette bonne santé, elle est quand même perturbable par deux phénomènes qui sont tout à fait, que je simplifie, hein. Il y a les malades et les blessés. Il y a les accidents de la vie, de la circulation, du travail, du sport, de l'environnement. Et puis il y a la maladie. La maladie, à l'époque où je commençais la médecine, il y avait trois causes. La tuberculose, la syphilis et le cancer. Au-delà de ça, il y avait quelques maladies infectieuses, mais il n'y en avait pas beaucoup. Finalement, en tout cas, ce n'était pas très significatif. En fait, aujourd'hui, on a toujours cette opposition entre ce qui est traumatique, au fond, et ce qui est médical. Alors, en pratique, la perte de bonne santé, elle peut s'effectuer de deux façons dans le temps, soit de manière brusque, soit de manière progressive. Alors, ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse, ce qui peut toujours intéresser, c'est cette interruption trop rapide de la bonne santé et une mort prématurée. On a droit à 80 ans, quand on a dépassé 80 ans, on fait du grave, et quand on n'a pas atteint 80 ans, il faut essayer de rejoindre la moyenne nationale. Donc l'urgence, vous voyez, ça se définit en médecine, parce que l'urgence, ça existe en politique, en économie, tout ça, mais en médecine, c'est la perte brutale de la bonne santé qui est évolutive
qui peut s'aggraver, qui va s'aggraver si on ne fait rien, et qui va demander donc une correction rapide, de manière à maintenir l'espérance de vie à sa valeur normale. Quand la perte de bonne santé est définitive, eh bien, c'est la mort. Nous sommes faits pour mourir, et il ne faut pas s'obstiner, si vous voulez, la conclusion que j'en tire à la fin, à vouloir faire survivre des gens qui finalement, comme tous les animaux, comme tous les végétaux, ont une durée limitée. Il faut se faire accepter. Alors, mourir, c'est donc, par définition, selon une expression classique et commune, rendre l'âme. Alors, ça tient évidemment à la conception chrétienne de la vie, c'est-à-dire, nous sommes faits d'un corps et de l'esprit, d'une âme, et qu'au moment où on meurt, on rend l'âme, même si le corps reste, pour procéder à un enterrement ou à une crémation, on appelle, si vous voulez, une dissociation entre les deux. Et donc, ce qui est important, et alors là, excusez-moi, mais je vais être un peu forcément technique, il y a deux façons de mourir. Une façon brutale, c'est-à-dire que le gaz vital, et ça je vous apprends quelque chose, nous ne vivons que parce que nous consommons de l'oxygène. Alors, chose extraordinaire, l'oxygène, il est gratuit, il y en a 20% dans la pièce, on ne sait pas le stocker, mais on le respire, et donc on s'en sert pour vivre. Si vous supprimez l'oxygène, eh bien, vous allez avoir la perte de bonne santé et à l'extrême la mort. Les trois façons de perdre cet apport carburant vital, gaz, oxygène et gaz vital, c'est l'asphyxie, alors c'est un terme spécifique, la détresse respiratoire. La pneumopathie du Covid, c'est une asphyxie, c'est une façon de mourir. L'hémorragie, l'hémorragie, c'est plutôt du côté traumatique, mais ça peut être aussi une hémorragie médicale, un ulcère de l'estomac qui saigne, par exemple. Ou bien l'arrêt du cœur, la mort subite, l'infarctus, la crise cardiaque. Ça, c'est des exemples en deux manières. Vous voyez, simplifié, on ne peut mourir que de trois manières. Alors, en dehors de toute étiologie, de toute cause médicale, de toute maladie antérieure. C'est au moment où ça se passe. Alors, à l'opposé de cette façon brutale de décéder, il y a une mort plus lente qui se produit, qui est étalée dans le temps, c'est-à-dire sur plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est ce qu'on appelle la déchéance, la défaillance multiviscérale, c'est-à-dire l'ensemble des organes et des fonctions de l'organisme sont en perdition. Et c'est ce qu'on appelle en médecine, en réanimation, l'état de choc. Alors, rendre l'âme, c'est aussi rendre l'âme. La rendre aux gens qui l'ont perdu, c'est-à-dire réanimer. Et vous avez donc ce fameux dessin qui est paru souvent à la période Covid, c'est-à-dire, si vous voyez, l'âme du corps part et le réanimateur essaie de le capturer et de le maintenir dans le lit de réanimation pour poursuivre son action. Vous voyez, donc c'est quelque chose de symbolique et qui est évidemment un peu intéressant à retenir. Alors, réanimation ne veut pas dire ressuscitation ni résurrection. C'est que résurrection, nous sommes sur la foi, sur la tradition chrétienne, laquelle il a fait, c'est Jésus-Christ. Mais, vous voyez, au temps de Pharaon, là, c'est cette petite explication rigolote qui montre vraiment que c'est une préoccupation de l'espèce humaine de ressusciter. Et je reviendrai tout à l'heure dans ma conclusion sur cette espèce de phénomène qu'actuellement on perçoit mieux que précédemment. Alors, en fait, il y a deux façons de réanimer les gens de l'homme. Et la première façon, c'est à chaud, en instantané, sur le terrain, lorsque ça se produit. Et ce phénomène a motivé l'existence du SAMU, c'est-à-dire qu'à tout instant, en tout lieu, René Poirier, dont on parlait à l'instant, qui était un haut fonctionnaire du ministère de la Santé qui a participé avec Louis Larrey à la création du SAMU, indiquait bien que c'était un phénomène constant. À tout instant, à tout lieu, il y a des gens en état de détresse, comme les bateaux, et seule une aide
urgente et avisée peut éviter l'issue fatale. Voilà la phrase de René Gourmet. Eh bien, quand on réanime sur le terrain, il faut y être, bien entendu, il faut que des compétences soient disponibles, il faut que des techniques ou des instruments, des méthodes soient à disposition. Donc vous avez voulu, historiquement, c'est une préoccupation ancienne, très ancienne. À la Grèce, Hippocrate avait déjà vu que la respiration c'était essentiel et il voulait contrôler la liberté des voies aériennes avec cette canule. Le bouche à bouche, c'est beaucoup plus récent. Mais ces deux tentatives ont été occasionnelles, tout à fait passagères, hein, n'ont jamais fait l'objet d'une exploitation systématique. Par contre, à partir du XIXe siècle, c'est la révolution industrielle, les mines de charbon et les explosions, les coups de grisou, des centaines de mineurs coincés dans les élections du corps, certains morts, mais d'autres survivants, et ne survivant que grâce à la respiration artificielle, mis au point par M. Sylvester, c'est-à-dire qui est l'inventeur de cette première méthode sur le terrain pour rattraper les gens qui ont mourir d'asphyxie. Et vous voyez, en passation de un grand mot, 100 ans, le massage cardiaque, inventé par le chirurgien américain, le chirurgien cardiaque, qui avait compris qu'il fallait, on pouvait masser le cœur non pas simplement en ouvrant la poitrine, mais à travers la poitrine en appuyant sur le thorax. Il a fallu presque 10 ans pour que cette méthode, inventée aux États-Unis, traverse l'Atlantique, arrive à l'Europe, et en particulier à Toulouse. Donc, quand j'ai commencé, ça venait d'arriver. Dans les années donc, 61, 68. Et puis, alors, en suivant, le protocole ABC, c'est-à-dire la respiration, la circulation et les voies aériennes, et surtout le protocole actuel, c'est-à-dire ce protocole, excusez-moi, je vais trop vite, le protocole, un geste, 3 gestes pour une vie, alerter, masser, défibriller. C'est-à-dire, probablement que n'importe qui peut faire, sur la voie publique, là où se produit l'arrêt cardiaque, pour attraper les choses. À partir de cette date, vous voyez, et le protocole avait mis beaucoup d'années à officialiser ces méthodes qui étaient quand même déjà entrevues pour arriver à leur pratique quotidienne et légale, réglementaire. Alors, l'autre façon de réanimer, c'est pas sur les lieux, c'est à l'hôpital, c'est-à-dire dans les services hospitaliers, des pavillons, où il y a du matériel, des médecins, des équipes, et il y a 3 variétés historiquement retrouvées dans cette pratique, c'est la réanimation de la respiration, avec la respiration artificielle avec des appareils, la réanimation cardiovasculaire, à base surtout de médicaments et de perfusion, et la réanimation métabolique, qui a surtout une composante sur l'évacuation des déchets, c'est-à-dire le fonctionnement du rein. Donc vous voyez que toute cette phase qui est chronique, hein, quand on va en réanimation, on peut y rester pendant des mois, et ce qui explique qu'au niveau, par exemple, je reviens toujours au Covid, il y a des gens qui ont passé 3 mois avec succès, sans décès et sans trop de complications, à l'intérieur d'un service de réanimation. Alors, il faut ouvrir de nouveau le panorama historique. Tout commence dans les années 1950 par 2 pathologies médicales, 2 maladies. La première, c'est la poliomyélite. Peut-être pas, mais la poliomyélite, c'est lié à un virus, comme le Covid. Mais ce virus, il ne pénètre pas par voie respiratoire, il pénètre par voie digestive. C'est dans l'eau que se trouve ce virus. Vous l'avalez, il pénètre dans l'organisme par le tube digestif et il va coloniser le système nerveux, c'est-à-dire les neurones, et en particulier les neurones qui font les mouvements, la motricité. De temps en temps, pas dans tous les cas, mais de temps en temps, ce virus coince le muscle respiratoire, c'est-à-dire le diaphragme. Si le muscle diaphragme est paralysé, eh ben, c'est une détresse respiratoire qui peut être très rapidement fatale et qui impose donc le recours à une respiration artificielle. Et ça a été inventé en Scandinavie parce que l'épidémie de polio a commencé tout à fait au nord de l'Europe, puis a descendu en 2 ou 3 ans vers le sud, et était donc les
médecins scandinaves qui ont mis au point le poumon d'acier. Vous voyez que c'est des grosses machines dans lesquelles on enferme le polio qui est en détresse, et un moteur exerce dans cette boîte, une espèce de cercueil, des pressions et des dépressions qui font bouger la cage thoracique. Beaucoup plus efficace, c'est le respirateur, c'est-à-dire un appareil, vous le voyez en bas à droite, le vert, qui est relié à une trachéotomie, le canule à gauche, permet de gonfler les poumons par l'intérieur. Et donc, c'est le professeur Mollaret qui, à l'hôpital Claude Bernard à Paris, a été le premier en France à mettre en service ces appareils qui venaient de Scandinavie, qui étaient totalement inconnus, qui étaient fabriqués d'ailleurs en Scandinavie, pour les mettre au profit des malades parisiens. Alors, il y a eu une deuxième pathologie historiquement qui a fait démarrer la réanimation, c'est les septicémies. Et en particulier, à l'époque, c'était avant la loi Veil et tout ça, il y avait beaucoup d'avortements criminels, c'est-à-dire des avortements faits avec des conditions d'asepsie catastrophiques qui créaient une invasion de microbes dans le corps de la jeune femme et qui entraînait très rapidement une insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire que le rein se bloquait, la patiente, outre la septicémie, c'est-à-dire beaucoup de fièvre, beaucoup d'ennuis généraux, présentait une anurie et une insuffisance, pour ne plus sécréter l'urine, et donc ce qu'on appelle le coma urénique. La solution, eh bien, c'était d'abord la dialyse péritonéale, c'est un terme un peu compliqué à vous expliquer, mais c'est retenez surtout le poumon d'acier, le rein artificiel, c'est-à-dire une prothèse qui permet d'extraire l'urée et d'attendre que le rein cicatrise. Oui. Alors pour la polio, vous savez que le virus de la polio est irréversible, donc c'était quelquefois des séquences très longues. Pour les septicémies et l'insuffisance rénale, par contre, c'était beaucoup plus abordable en durée. Le problème pouvait être réglé en quelques semaines ou quelques jours. Et donc, vous voyez, c'est le professeur Angurger qui a introduit à Paris, à un autre hôpital, ces méthodes d'épuration extra-rénale, comme on l'appelle. Et puis voilà, en 1955, Zorro est arrivé. Le professeur Lorrain, qui est mon maître, qui était un Toulousain, le premier professeur d'anesthésie-réanimation en France. Il était au courant de ce qui se tramait en matière de poliomyélite, et il est allé à Paris, dans le service de M. Mollaret, où vous voyez tous ces poumons d'acier qui étaient en batterie, et il a appris, si vous voulez, la réanimation respiratoire, le mode d'emploi et le mode de fonctionnement de ces appareils. Et donc, il est revenu à Toulouse et à l'hôpital Purpan en 1959 dans un service de maladies infectieuses qu'on appelle contagieux, vous voyez, qui est tout à fait au fond de l'hôpital Purpan, en haut à droite vers le sanatorium. Il a créé une entité spécifique de 6 lits dotés de poumons d'acier ou de respirateurs pour soigner les détresses respiratoires des polios. Ouais. Donc il a mis en place à Toulouse quelque chose qui, sans lui, ne serait pas arrivé, en tout cas, serait arrivé beaucoup plus tard, avec beaucoup plus de difficultés. Alors, tout de suite, on a vu, vous voyez, les inégalités de chances sociales d'accès à la santé. C'est-à-dire que les polios, il y en avait à Toulouse, donc il suffisait de les amener là, mais il y en avait beaucoup dans toute la région ou hors région. Un polio qui était à Caen ou à Tarbes ou à Rodez, eh bien, il n'y avait pas d'appareil, il y avait donc nécessité d'aller chercher ces gens pour les amener à Toulouse, le seul endroit de la région où il y avait ces dispositifs et du personnel capable de faire fonctionner ces machines. On a fait donc ce qu'on appelle du pré-salut. On a pris des ambulances, des docteurs, des infirmières avec des appareils adaptés mobiles se sont embarqués et donc sont allés chercher là où il fallait
Donc c'est la première fois qu'un médecin hospitalier quitte l'hôpital, chose qui n'était d'ailleurs pas autorisée réellement administrativement, mais qui a permis de leur faire bénéficier à l'échelle de la région d'un dispositif technique nouveau, innovant, qui n'existe qu'à la capitale régionale. Vous voyez, la genèse du SAMU, elle passe par la mise en place de la réanimation respiratoire. Eh bien, en 1962, changement complet. Comme avec le Covid, on trouve un vaccin beaucoup plus efficace que le Covid, puisque disparition de la maladie. Plus de poliomyélite en France et dans tous les pays qui mettent en œuvre cette obligation vaccinale, et donc nous n'avons plus de clients. Heureux pour eux, mais pour nous, qui avons investi beaucoup dans ce domaine, eh bien, il faut se trouver d'autres maladies, d'autres clients pouvant bénéficier de nos installations. Or, d'abord, il y a quelques maladies infectieuses qui restent, mais qui sont très rares. Le tétanos. Alors, le tétanos, vous savez, c'est pareil. Les gens qui sont correctement vaccinés ne peuvent pas attraper le tétanos, c'est une vaccination à 100% efficace. Donc, les quelques rares cas de tétanos que nous voyons sont des gens non vaccinés, ou vaccinés depuis trop longtemps. Et puis après, la ligne 2, les autolyses, les tentatives de suicide. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est toujours pareil. En Scandinavie, pays toujours en avance, c'est la déprime. Trop de confort, trop de sécurité, trop d'ennui. Les Scandinaves avalent des comprimés, des barbituriques, puis du Valium. Le nombre de suicides et de tentatives de suicide décolle, et cette vague, comme pour la polio, va descendre dans toute l'Europe et arriver en France et à Toulouse en particulier. C'est notre clientèle nouvelle, donc tout à fait différent. Ce sont des personnes jeunes qui sont dans le coma, puisque ces médicaments, qui sont des hypnotiques, des tranquillisants, vous plongez dans le coma avec des problèmes respiratoires formidables, parce qu'à ce moment-là, la réversibilité est facilement obtenue, il suffit d'épurer le médicament qui a été avalé volontairement, et l'appareil respiratoire vous sort du coma et vous êtes réanimé. Donc vous voyez, c'est très différent de la polio, mais ça met en œuvre les mêmes méthodes. Et puis c'est surtout les accidents de la voie publique. Dans les années 60-64, 18 000 morts sur les routes en France, 500 000 blessés. Vous vous rendez compte de la clientèle qui nous tombe dessus. Pas de ceinture, donc que des traumatismes thoraciques et des enfanchements thoraciques, et aussi, vous le comprenez, des détresses respiratoires majeures. Et puis après, un fructif autant d'accidents. Et la dernière ligne, quelque chose de très intéressant, des pathologies chroniques, des bronchitiques chroniques, des emphysémateux, des gens qui fument trop, qui sont dans des situations détériorées au point de vue de la compétence respiratoire et surtout qui font des poussées de décompensation à l'occasion de surinfection, avec la grippe ou avec un microbe quelconque. Eh bien, là aussi, on se trouve devant des situations inégales, hein, mais de gens, pas toujours très jeunes, mais qui sont susceptibles d'être pris en charge et d'être prolongés. Alors, toute cette période, ne soyez pas effrayés par ces termes, c'est l'invention, je dirais, de méthodes, d'appareils, d'instruments, de mesures, de soins. C'est une véritable explosion de quelque chose qu'on ne connaissait pas. En accord avec les industriels, les laboratoires, on dispose à notre demande, vous voyez, de tous ces items que vous voyez en droite, là, et qui nous permettent de devenir de plus en plus efficaces. Il est évident qu'au départ, on n'avait rien, on ne savait pas quoi faire, on avait ce gros coup d'acier, et puis maintenant, on a de plus en plus de disponibilité, de moyens qui augmentent notre efficacité, et ça a perduré pendant des années. À Toulouse comme ailleurs. Alors, tant que M. Larrain s'occupait de la respiration avec des maladies infectieuses et la clientèle que je vous ai indiquée, il y avait un autre collègue, le professeur Myriel,
qui mettait au point la version métabolique rénale et donc un pavillon qui s'appelle pavillon d'épuration, de raie artificielle, qui complétait évidemment pour d'autres pathologies l'ensemble réanimation que nous étions en train de créer et d'inventer. Alors en 1965, alors là c'est une date historique. M. Laringue, par des circonstances qui favorisent, parce qu'il y a un centre de contact, bénéficie d'un apport technologique innovant. C'est la société électronique Marcel Dassault, c'est-à-dire la première société mondiale qui va faire de l'électronique médicale, nous propose un dispositif que vous voyez à gauche, c'est-à-dire des capteurs placés sur la petite ou la style externe de la route. Ces capteurs sont reliés à ce boîtier que vous voyez un peu en bas à gauche, et ce boîtier est lui-même relié à l'émetteur-récepteur de l'ambulance. Et à notre bout, M. Laringue attend le message qui arrive par les ondes et il établit un télédiagnostic. C'est-à-dire que les pompiers, vous voyez, c'est les pompiers qui sont secouristes, qui ont mis au point, qui branchent cet appareil, ils dialoguent avec M. Laringue pour lui dire bon, il va bien, il va bien, mais en plus, on a surtout tous les paramètres, électrocardiogramme, pression sanguine, fréquence respiratoire, qui nous permettent d'objectivement de confirmer ou d'infirmer les dires du patient et du secouriste. Donc, si vous voulez, cette expérience baptisée réanimation hors les murs, puisque c'était par procuration que le médecin hospitalier soigne et prend en compte les patients qui sont accidentés de la route, puisque c'est une grande clientèle, et donc permet de sécuriser un petit peu cette phase où les pompiers, à l'époque, ne sont pas médicalisés, les pompiers font de leur mieux, mais grâce à cette expérience, ils ont fait la preuve que la médicalisation des secours, même par procuration, peut être redoutablement efficace. Alors, 2 ans après, c'est une étape nouvelle, c'est-à-dire que M. Laringue quitte le pavillon des maladies infectieuses et contagieuses, où il n'y avait plus d'ailleurs que les intoxiqués et les accidentés, pour créer son propre service de réanimation. C'est ce qu'on appelle le bloc de réanimation respiratoire, qui est un pavillon totalement indépendant, dont il y a le chef de service, avec des étudiants, des internes, des personnels, et donc il accueille toute cette population dont on a envie de parler, dans un ensemble tout à fait original, vous voyez, qui regroupe beaucoup de choses, hein, et qui est à l'époque une nouveauté sans doute. Voilà. Donc on franchit une étape grâce à l'implantation de ce bâtiment, qui est d'ailleurs en fait revenu au ministère, largement subventionné par le ministère de la Santé, de pas très cher, au CHU. Alors, dans cette nouvelle environnement architectural qui est tout à fait agréable, efficace, c'est climatisé, c'est aseptisé, vous ne pouvez pas imaginer comme pour l'époque c'était vraiment en avance, eh bien on découvre quand même des choses. On découvre en particulier qu'on ne peut pas malgré tout sauver les gens, parce qu'il y a des limites. Et la plus grande limite, c'est que non seulement on ne parvient pas à maîtriser la pathologie pour laquelle ils sont rentrés, c'est-à-dire la maladie ou l'accident, mais surtout, ils attrapent des maladies en venant à l'hôpital en réanimation. Ce qu'on appelle la iatrogénie, iatros, c'est un dieu grec qui ne faisait que des bêtises, c'est-à-dire qu'on chope, on est contaminé par essentiellement des microbes. Et cette constatation historique va déboucher vers des gros efforts d'antibiothérapie, d'hygiène surtout, et aujourd'hui, à l'époque du Covid, une fois de plus, je me rapproche, et bien c'est la même chose. Les gens qui rentrent pour le Covid meurent d'une septicémie, donnée par les soignants, malgré les précautions, malgré tout ce qu'on peut faire. Hein. Le risque nosocomial d'infection dans ces grands services est manifestement énorme, malgré toutes les précautions, je le répète. Deuxième ligne, eh bien, quand vous êtes hospitalisé en réanimation, à l'époque, et que vous êtes conscient, par exemple, du bruit thoracique, polytraumatisé, eh bien,
l'ambiance qui règne, artificielle. Pourquoi on met en coma artificiel les gens en réanimation? Pourquoi ils voient, ils entendent tous ces bruits, toute cette ambiance extrêmement délétère qui déséquilibre complètement le sujet et quelquefois le personnel aussi. Donc il y a une solution thérapeutique. Troisièmement, quand vous êtes dans un lit de réanimation, vous pouvez y rester des semaines, voire des mois. Il est bien évident que dans un lit sans bouger, le risque d'escar, bien sûr, est évident, et généralement on arrive avec les aides soignants à s'en évacuer. Par contre, le ralentissement circulatoire crée la phlémite. Et qui dit phlémite dit embolie, et donc mort subite d'un patient qui ne bouge pas, qu'on ne manipule pas, parce que on a de la difficulté à le faire quelquefois, et aujourd'hui, vous le savez, c'est le traitement systématique par les anticoagulants. C'est-à-dire que d'une part, on a le risque d'hémorragie par l'ulcère du stress, mais également de thrombose, et on utilise des anticoagulants pour éviter la phlémite. Mais ce n'est pas tout. Nous avons fait d'autres découvertes. Nous avons découvert ce phénomène dont je vous parle depuis le début. La vie, c'est de l'oxygène. Point d'oxygène égale arrêt de la vie, arrêt de la bonne santé. Quel est l'organe qui souffre le plus dans l'organisme? Le cerveau. C'est l'un des plus petits, de près de 1 kg, 1,5 kg, mais c'est l'organe qui consomme le plus d'oxygène que tous les autres organes réunis. Et il en consomme quel que soit votre niveau d'activité cérébrale. Que vous soyez conscient, que vous dormiez, que vous résolviez l'équation du 3e degré, la consommation cérébrale d'oxygène est la même. Et elle est tellement importante que toute baisse, même minime, menace le cerveau, tout au moins une partie ou la totalité du cerveau, ce qui nous permet de définir 2 types de coma, c'est-à-dire après la privation d'oxygène. On peut avoir un coma prolongé, qu'on appelle état végétatif prolongé, état post-relationnel, c'est-à-dire des situations de gens qui ne peuvent plus, qui ne sont plus conscients, qui ne peuvent pas communiquer. Et je vais prendre un exemple d'actualité. Corona, qui a été étranglé par son agresseur, a subi une anoxie cérébrale qui ne l'a pas tué d'emblée, mais qui l'a tué au bout de 3 semaines. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé dans une situation d'hypoxie partielle cérébrale, l'empêchant totalement de récupérer, mais, si vous voulez, permettant une certaine survie des autres organes. Il n'en est pas de même du coma dépassé. Le coma dépassé, c'est l'anoxie cérébrale totale, c'est-à-dire tout le cerveau est mort. Tout le reste marche bien. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation, elle aussi, totalement irréversible. Et ça a permis de modifier la définition légale de la mort, le 24 janvier 1968, un électroencéphalogramme plat égale le cerveau détruit égale la signature possible d'un certificat de décès. Voilà. Phénomène positif, tous ces gens en mort cérébrale, ce n'est pas le cas de Corona, sont susceptibles de donner des organes, puisqu'ils sont morts, et que les autres organes marchent bien. On peut leur prendre, avec l'accord de la famille, dans un cadre réglementaire très précis. Le réanimateur a suivi beaucoup les injonctions réglementaires, le foie, la rate, le gésier, tout ce qu'on peut prendre sur un c'est pas un cadavre, mais sur un mort-vivant. Vous voyez? Et ça, c'est les progrès de la réanimation qui nous permettent d'arriver, vous voyez, à ce phénomène de survie, pas pour vous, mais pour d'autres, pour les transplantations. Alors, nouvelle date, c'est quelques semaines après mai 68. C'est-à-dire, je me rappelle quelques événements un peu agitatifs dans notre territoire. Eh bien, ça nous a fourni aussi le clientèle. Je me souviens très bien, en mai 68 à Toulouse, avec même pas mal d'agitation, de barricades, de blessés. La police était assez heureuse. La première intervention que j'ai faite avant cette date pour manifestants
ils étaient mal comportés, mais enfin, le médecin légiste de l'hôpital, du commissariat m'a demandé de venir voir. En fait, il avait été tellement amélioré que j'ai rien pu faire. Hein. Mais pour vous dire que 1968, c'était une période de crise, pas sanitaire, mais de crise politique. Hein. Et donc on avait une population de blessés régulièrement à l'occasion des manifestations. Et le 16 juillet, tout ça c'était fini, heureusement. Mais nous avons mis en place, pour la première fois en France, le mot SAMU, c'est-à-dire Service Aide Médicale Urgente, en accord avec le ministère de la Santé et en accord avec la direction administrative du CHU de Toulouse. En disant à M. Lorrain, c'est une très bonne idée, votre histoire de SAMU, pour un an. On se reverra l'année prochaine et on vous dira si on vous autorise à continuer. Rassurez-vous, il n'y a pas eu de nouveaux renouvellements. Donc le SAMU, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un organisme qui reçoit des appels. À l'époque, c'est des numéros à 6 chiffres. En 3333, c'est médical. Hospitalier du monde, 3333. Les migrations, ça passe pas. Donc vous aviez un standardiste qui était devant le téléphone, qui écoutait ce que les gens qui appelaient. Au début, il y en avait pas beaucoup, parce que les gens ne savaient pas que c'était le SAMU. Ils ne connaissaient pas bien ce numéro. On a eu toute une période expérimentale où on a fait une publicité éhontée. Et vous le premier, à droite à gauche, il fallait parler du SAMU. Voilà, il fallait appeler le 3333 et surtout pas appeler ni la police ni les pompiers. C'était les concurrents, un peu, quelque sorte. Et puis alors, la deuxième version, c'est l'intervention, le médecin au pied de l'arbre. On le voyait, cette expression vraiment historique, indiquait bien la médicalisation qui ne remplaçait pas les secouristes. On ne voulait pas remplacer les pompiers, on voulait travailler avec eux. Les pompiers prennent garde, ils relèvent, ils déplacent, ils incarcèrent. Nous, on est là pour soigner. On soigne, on fait un diagnostic, bien entendu. Donc, si vous voulez, on est doté d'un véhicule, de matériel et d'une formation, d'un enseignement, d'une qualification qui vous permet d'exporter sur la voie publique ce que nous savons faire tous les jours à l'hôpital, c'est-à-dire intuber un malade, le perfuser, injecter des lecteurs des drogues, et ainsi de suite. Donc, le mot SMUR, c'est service mobile, urgence réanimation. C'est la partie visible du SAMU, la partie invisible étant le standard où vous appelez et vous ne savez pas qui c'est qui vous répond. Hein. Alors, à la même époque, simultanément, on a fait de la télémédecine toxicologique. On avait cette clientèle énorme des gens qui avaient n'importe quoi, et il y avait aussi des intoxications accidentelles. Et bien, à ce moment-là, on a créé, en annexe du SAMU, mais avec le même numéro de téléphone, si vous voulez, une réponse à des inquiétudes de gens, j'ai avalé quelque chose, je ne sais pas si c'est mauvais, si c'est bon. Alors, ce n'est pas forcément des médicaments, ça peut être des plantes, ça peut être des piqûres de serpents, ça peut être, vous voyez, tout ce qui est environnemental et qui inquiète, surtout pour les enfants, fait l'objet d'une écoute permanente. Alors, la réponse, c'est, je vous rassure, l'eau de Javel, par exemple, diluée, c'est absolument pas toxique, mais personne ne le sait. Et donc, ça évite que les gens se précipitent à l'hôpital alors qu'ils n'en ont pas besoin. Vous voyez. Et inversement, si vous me dites que vous avez avalé tel ou tel produit que je sais être très dangereux, eh bien je vais vous envoyer un SMUR pour vous envoyer et vous ramener au service de réanimation de l'hôpital. Vous voyez l'intérêt de cette structure. Toulouse, pendant des années, a été le seul SAMU de France à avoir un centre d'antipoison ensemble, au même endroit, le même organisme. Aujourd'hui, c'est un peu dissocié, il y a souvent une dissociation entre les structures. En 1973, c'est que nous sommes quand même très proches des Pyrénées, eh bien, on se décide à suivre les secouristes, gendarmes, CRS ou pompiers, qui galopent comme des lapins. Donc, il nous faut des docteurs en forme physique et aussi urgentistes, qui soient capables, dans un environnement difficile, de faire les gestes que nous faisions jusqu'à présent dans les villes de Toulouse. Donc on le fait à Gavarnie, en haut à gauche, le docteur de Boisson, le premier médecin du SAMU de Toulouse, a validé, il était 73, a s'installé à Gavarnie avec les CRS, au poste des CRS, pour pratiquer
La médecine d'urgence, voilà, au départ c'était des accidents de montagne, l'alpinisme, les traumatismes. De plus en plus, ça a été des maladies, des gens qui vont en montagne alors qu'ils n'ont pas la capacité pulmonaire ou cardiaque de le faire. Donc après, il y a eu le milieu aussi de s'est diversifié. Au milieu, c'est la spéléologie, et à droite, les canyons. Ces trois ambiances qui sont servies par les mêmes secouristes, vous voyez, c'est des secouristes professionnels spécifiques, le CRS de montagne ne manipule pas souvent les matraques, il est plutôt à bord de l'hélicoptère avec nous. Donc, si vous voulez, on a remonté, qui aujourd'hui est équipé avec Grenoble, parce que notre pratique a été exportée dans les Alpes, on a été les premiers avant les Alpes à faire ce genre de manœuvre, et donc, vous voyez, on est allé là où il y avait des risques, là où c'était difficile de pratiquer la médecine. Dans un hélicoptère, on ne peut pas prendre tous les moyens qu'on a dans une ambulance, parce qu'il y a une question de poids, d'encombrement. La même année, on est préoccupé par les gens qui appellent le SAMU et qui ne savent pas quoi faire, parce qu'ils ne l'ont pas vu. À l'école, c'est pas au programme. Ils n'ont pas fait l'effort de suivre le secourisme. Et ces gens-là, il faut vraiment, en attendant le SAMU, qu'ils fassent les gestes qu'on attend d'eux, qu'ils participent au service public, qu'ils participent au service SAMU, c'est-à-dire qu'ils paient des impôts, mais à contrario, ils doivent acquérir ces compétences et nous aider. Je vais vous donner des chiffres. L'arrêt cardiaque, vous avez 3 minutes pour éviter la mort cérébrale, le massage, arrêter de s'énerver. Et le SAMU, le SMUR, il met 15 à 20 minutes. Si le témoin ne fait rien, le SMUR arrive pour rattraper tant que peu, mais pratiquement très difficilement, l'anoxie cérébrale. Donc si vous voulez, l'idée, c'est de former ce qu'on appelle aujourd'hui le secouriste citoyen, qui est sous-tendu par une loi qui date de 2020, qui donne à l'État la responsabilité du geste de cette personne qui porte secours. Il fait un massage cardiaque, ça ne marche pas bien. La famille revendique en disant ce monsieur a mal massé, il s'est mal pris, je l'attaque au tribunal. Eh bien, l'État dit ce monsieur a bien fait, il a fait quelque chose, il a essayé de faire quelque chose, il n'a pas eu de chance. Effectivement, il s'est peut-être pas très bien pris, mais si vous voulez, on récompense aujourd'hui les gens qui s'étaient investis. Voilà. Alors ça, c'est essentiellement ce qu'on appelle le centre d'enseignement, c'est l'école du SAMU, qui se préoccupe d'un retour à la population. On demande à la population d'appeler le SAMU, et on forme la population pour qu'elle nous attende, qu'elle complète notre action. Vous voyez, ça c'est une découverte relativement ancienne, mais qui aujourd'hui n'est pas suffisamment pratiquée. C'est-à-dire que la France a tout misé sur la médicalisation, alors qu'aux États-Unis, par exemple, c'est le contraire. Il n'y a aucune médicalisation, pour des raisons essentiellement de plainte tribunal. Le médecin qui quitterait l'hôpital et ferait une bêtise serait immédiatement au tribunal. Donc il n'y a pas de médecin dans les ambulances américaines, il n'y a que des paramédics, si vous voulez, et donc le concept est totalement différent. Hein. Ouais. Mais, à contrario, la population américaine, en public si vous voulez, est systématiquement formée dès l'école aux gestes de premier secours. Et nous, on a ce décalage qu'on a de la peine à rattraper aujourd'hui avec les années qui passent. Alors 1974, encore une date charnière. Jusqu'à présent, vous appeliez le SAMU comme un standard de taxi. Vous demandez une ambulance, vous envoyez une ambulance médicalisée. En 1974, on a bien découvert qu'on était victime de notre succès, on avait placé l'ambulance, c'est le médecin, et qu'il fallait filtrer. Le filtre, ça s'appelle la régulation. Qu'est-ce que ça veut dire la régulation? Ça veut dire qu'en fait, un binôme, 2 personnes au bout du 15, quand vous faites le 15, vous avez une personne qui décroche le 15, on appelle un permanentiel, standardiste, qui ouvre un dossier médical qui aujourd'hui est informatisé, et ensuite à côté, vous avez un médecin régulateur, qui lui, vous écoute. C'est pour ça que c'est ambulant et c'est souvent mal compris. On ne vous enverra pas l'hélicoptère pour une entorse de la cheville à Badou, c'est évident. Hein. Par contre, si c'est
prenons l'exemple des Pyrénées, à Gavarnie, un arrêt cardiaque ou un traumatisme grave, comme traumatisé, là, on sélectionnera hélicoptère qui va partir tout de suite parce que c'est la réponse la plus adaptée. Oui, à partir du moment où on filtre, on dispose des moyens que l'on a toujours, mais ils sont beaucoup plus adaptés et appropriés, et donc on est plus efficace. Donc ça s'appelle le centre de restriction et régulation des affaires, qui est toujours la partie invisible du SAMU. C'est à Toulouse, chaque préfecture de département, c'est le département, chaque SAMU, chaque département de SAMU, dans les Pyrénées, ici c'est donc à Perpignan, au centre hospitalier de Perpignan, que se trouve le SAMU. Alors, on n'a pas eu de limite. Vous voyez, l'urgentiste est prosélyte. Il a envie d'en mettre partout, de son savoir, de ses techniques. Et donc, Toulouse est le premier et le seul centre de consultation médicale maritime depuis très longtemps. Ça a été officialisé qu'en 1983, mais ça fonctionnait déjà depuis le début. En quoi ça consiste? Eh bien, sur un bateau, petit, moyen, gros. Vous voyez, à droite, vous avez la SNCF, mais ça peut être un bateau de pêche, comme ça peut être un tanker ou un ferry. Vous avez un malade à bord, blessé. Alors que souvent, 9 fois sur 10, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmier. Qui fait fonction de l'infirmier ou de médecin? Le commandant du bateau, qui a subi à l'école de marine marchande une formation sanitaire spécifique. Bon, ce personnage est l'interlocuteur du SAMU de Toulouse, c'est-à-dire que le commandant examine le marin ou le passager ou la personne qui présente une pathologie, il fait un bilan, il fait des photos, il branche un électrocardiogramme et il envoie tout ça par satellite à Toulouse, au SAMU. Et là, le SAMU, il a affaire à un problème, mais il dialogue avec le médecin, avec le commandant. Et donc là, on décide, ou bien on déroute le bateau. Vous devez aller à tel port, il va à un port plus près, où il y a un hôpital qui est prévenu. Ou bien on évacue, vous voyez, par treuillage, le médecin monte à bord et vraiment ramène le blessé. Voilà. Il y a plusieurs solutions, c'est pareil, c'est de la régulation maritime, médicale, qui est extrêmement efficace et qui touche le monde entier. C'est que le satellite Inmarsat, il y en a 4 qui couvrent la planète. On parle avec la Nouvelle-Calédonie comme on parle à Valus, à Toulouse. C'est la même qualité. Et de plus, surtout, on nous envoie photos, vidéos, électrocardiogrammes, glycémie, oxygénation, tout ça, tous ces paramètres recueillis par des capteurs sur le marin, transitent par le satellite et renforcent, si vous voulez, le dossier du malade tel que le médecin peut l'examiner à distance. Vous voyez, c'est de la télémédecine maritime. Alors, on va remonter dans le temps, mais 85, vous ne savez pas tous, c'était une période aussi perturbée que la nôtre, aujourd'hui. C'était une époque où il y avait une série d'attentats extrêmement nombreux et répétitifs en région parisienne, qui faisaient de très nombreuses victimes. Et face à ce phénomène d'actualité, si vous voulez, eh bien, les moyens du SAMU étaient largement insuffisants pour faire face à des dizaines ou des centaines de victimes. Voilà. Donc, l'idée est venue qu'il fallait s'adapter à ce collectif de victimes pour mettre une solution efficace. Donc, ça a été la création de la médecine de catastrophe. C'était d'abord un enseignement, avec un diplôme, une capacité nationale, donc des séminaires plusieurs fois par an pendant 35 ans, puisque ça continue toujours, où on forme 40 médecins infirmiers chaque année, et on les prépare à faire face à cette situation, en leur expliquant la base de la médecine de catastrophe, qui est tout à fait différente de la médecine d'urgence de tous les jours, c'est que quand il y a un collectif de victimes, alors on prend toujours l'exemple, parce que je l'ai vécu, de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, il n'y a eu que 30 morts. Que 30 morts. Pas de 30. 10 000 blessés. Il est bien évident que ces 10 000 blessés, c'est un mélange. Il y a des graves, des moins graves. Donc le principe de la médecine de catastrophe, c'est le triage. On a beaucoup parlé du triage pour le Covid, pour dire
on soigne les gens dans les EHPAD, on ne les soigne pas. Donc, la médecine des catastrophes, lorsqu'il y a un collectif très important qui dépasse les moyens habituels, oblige à sélectionner les gens qui ne sont pas graves, qui peuvent être attendre, et les gens qui sont graves, qui vont être prioritaires pour la prise en compte sur leur site, dans ce qu'on appelle un hôpital de campagne, un centre de tri, et leur évacuation vers l'hôpital dans les structures les plus adaptées là aussi. Donc, c'est un concept tout à fait différent. Dans la médecine quotidienne, c'est Hippocrate, chacun a droit au maximum de la part du contrat moral entre le patient et son médecin. Et au niveau catastrophe, crise, c'est tout à fait barré. Si on veut être efficace, il ne faut surtout pas réanimer l'arrêt cardiaque que vous trouvez dès que vous arrivez. Parce qu'à côté, il n'y a pas d'arrêt cardiaque, mais il va l'être, parce que vous êtes bien celui-là que vous êtes tout seul. Vous comprenez? Donc, c'est un exemple caractéristique, très symbolique que je vous donne, mais c'est essentiel à comprendre. C'est une différence. Nous avons été capables de faire notre mutation de l'urgence quotidienne, habituelle, classique, et de l'organisation qui va avec cette notion d'épidémie de victimes. Vous voyez, on retrouve des mots médicaux collectifs, épidémie de victimes, comme s'il y avait le Covid. Alors le Covid s'est étalé dans le temps et dans l'espace, mais à la ZF, ils étaient tous à Toulouse, les guides. C'est-à-dire que vous les avez soulevés, ils vont faire quelque chose. Alors, l'évolution historique, d'un coup, on se rapproche de la fin. En 2015, il y avait un service d'organisation Rangueil, en 2018, il y avait pas. Tous les deux déménagent, ils aménagent dans des bâtiments ultra-modernes, vraiment le sommet de la technique et de la technologie, et à cette occasion, ils deviennent vraiment polyvalents. C'est-à-dire, c'est une réanimation multiviscérale. La totalité de l'organisme est prise en compte par des médecins, anesthésistes, réanimateurs, urgentistes, qui sont capables de traiter toutes les maladies, tous les dysfonctionnements, toutes les détresses viscérales possibles. Et c'est la possibilité d'avoir ces bâtiments modernes, tout à fait adaptés aux méthodes que nous développions, qui a rendu possible. Eh bien, aujourd'hui, en 2022, à Toulouse, je peux en témoigner, mais en fait, un peu partout, et c'est un petit peu notre fierté d'avoir su diffuser dans d'autres villes, puis au plan national, la réanimation, la médecine d'urgence et le SAMU. Le SAMU, vous savez, pendant bien des années, a un petit peu été exporté à droite à gauche, à Perpignan, à Montpellier. Mais ce n'est qu'en 1986 que le député Louis Arène a fait voter la loi SAMU. C'est-à-dire, vous voyez, il a fait attendre 68-86 pour que ça devienne une institution légale, qui est une loi. La France est le seul pays du monde à avoir une loi SAMU. Alors que dans 73 pays du monde, il y a le SAMU. On est fiers parce que, départ de Toulouse, 73 pays dans le monde ont le SAMU. Mais ils n'ont pas la loi. La sécurité sociale, qui en fait permet au SAMU en France de fonctionner normalement, n'existe pas, ou partiellement, ou un peu de manière boiteuse dans beaucoup de pays. Donc, si vous voulez, on est fiers voilà, de ce panoramique que je vous ai dressé, et donc, je prononce deux mots que je vais reprendre à l'instant, vie et survie. Vie parce qu'elle est limitée, et survie parce qu'on la donne, on est capable de la donner. Surtout lorsqu'elle est immérité. Lorsque vous faites un arrêt cardiaque, et que personne ne fait ce qu'il faut, que vous mourrez, c'est immérité. Parce que si j'arrive, si j'ai mon défibrillateur, dans 73% des cas, je vais le réanimer. Et si je ne fais rien, si je n'ai pas de respirateur, ça va tomber dans un flou, si vous voulez. Oui. Donc, si vous voulez, cet investissement, c'est ça sur lequel je veux dire, cette survie, ce qui m'intéresse dans ma carrière personnelle, c'est ces morts imméritées, prématurées, anormales, hein, pour lesquelles nous avons les moyens, à condition que tout le monde s'y mette. Alors, un peu de philosophie pour finir, parce que la philosophie, c'est indispensable à la vie. Et si la mort n'était pas une fin, mais un passage vers un nouvel état. On revient à cette émission de l'âme et le corps, l'esprit et le corps.
Alors pourquoi je dis ça? Ben parce que dans mon expérience personnelle, qui a été reliée depuis les années, quand on a ouvert l'organisation Ranguet, dans les années 75, 80, on a découvert des situations qui s'appellent des expériences de mort imminente. Des gens, je suis pas dire, qui sont arrêtés cardiaques, je réanime, ils se réveillent et ils me racontent ce que vous voyez à l'écran. Alors, M. Faudet ne savait pas ça. Il me le raconte. Le monsieur à côté fait la même expérience, il ne sait pas que M. Faudet a dit ça, il me raconte un peu la même chose. Eh bien, dans mon expérience personnelle, à Rangueil, en réanimation à Rangueil, nous avons eu une série de patients comme ça, qui, après avoir été réanimés, c'est-à-dire avoir été de l'autre côté. Ils ont mis les pieds dans l'au-delà, mais ils en sont revenus. Eh bien, ces gens-là, donc on survit. Et c'est une situation qui est très subjective, c'est déclaratif. Ils me racontent ça. Je n'ai aucun moyen, moi, de savoir s'ils ne me racontent pas des vieux. Voilà. Il y a un exemple comme ça. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a quand même des preuves. La preuve, c'est, M. Faudet, je vais le mettre dans mon IRM fonctionnel. On va le mettre dans la grande machine, et je vais lui demander d'évoquer ce qu'il nous raconte. Et à ce moment-là, je vais voir que dans la cervelle de M. Faudet, qu'est-ce que je vois? Des ondes qui s'éclairent, précises, diverses, qui confortent que ce qu'il évoque, il s'en est souvenu, il y a une boucle quelquefois qui marche, et qui authentifie cette expérience paranormale, surnaturelle. Alors donc c'est le mot survivre, revivre. Et c'est là où on se pose deux questions fondamentales. On s'est beaucoup posé pour le Covid et qu'on continue à se poser parce que beaucoup de gens ont été très traumatisés par ces événements. Faut-il réanimer tous les patients? Faut-il tous continuer à les réanimer? Étant donné que nous sommes en survie ou que nous allons peut-être revivre. Vous voyez, c'est donc cette situation nouvelle qui est créée par la réanimation, que nous ne connaissons que partiellement, qu'on évoque, qui rejoint aussi des mythes et des croyances, vous voyez, dans d'autres pays du monde de réincarnation. Tout ça, c'est des choses qu'on est amené au fil des années à se poser. Voilà, donc pour ce résumé, nous avons écrit avec mon successeur un livre qui reprend un petit peu tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'on a essayé de retracer cette épopée où Toulouse est quand même bien passé. Excusez-moi, je suis toulousain, mais je suis un humain dans l'option depuis un certain nombre d'années. Et donc je tenais absolument à vous faire toucher du doigt ça. Ce livre reprend en fait une exposition qu'on avait établie en 2018 à l'occasion des 50 ans du salut, le demi-siècle du salut. Cette exposition est toujours d'actualité à l'Hôtel Dieu à Toulouse. Je me propose pour les gens que ça intéresserait de faire une visite guidée, il suffit de m'en parler, et vous verrez que le livre et l'exposition vous permettent de mémoriser les choses que vous avez peut-être oubliées ou que vous n'avez pas connues, peut-être, et c'est le souci, si vous voulez, de nous aider pour poursuivre un petit peu cette optimisation de la réanimation qui a commencé il y a plus de 60 ans, mais qui est toujours en continuité. Voilà. Je vous remercie de votre attention et j'aimerais bien, si vous le souhaitez, en tout cas, répondre à vos questions. Voilà, vous avez la parole.